Quatrième table ronde, je vous propose qu'on évoque maintenant comme convenu la question de l'outre-mer, où évidemment la question se pose plus cette fois-ci en termes de résistance aux fortes chaleurs, en tout cas pour l'outre-mer qui nous concerne, puisqu'on va aller du côté des Antilles, du côté de l'île de la Réunion, voir comment on consomme de l'énergie avec la climatisation et de quelle manière on peut trouver des recours intéressants avec la végétalisation, entre autres, avec des expériences menées à la Réunion. Des études même d'ailleurs, plus que des expériences. Pour évoquer ces questions, sachant qu'on va revenir sur les enjeux de l'outre-mer tout à l'heure dans la plénière de clôture concernant les règles de l'art et comment il faut envisager d'adapter certaines règles de l'art qui sont typiquement développées pour la métropole et très peu adaptées à l'outre-mer. Ça, on y reviendra en plénière de clôture. Et pour l'instant, on évoque cette question de l'outre-mer à travers donc, cette question du confort d'été, comme on l'appelle en métropole. Pour nous en parler, Aurélie Faron, qui est avec nous, qui est responsable de projet MDE, maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable, bâtiment énergie renouvelable, donc à Artelia, donc qui est une entreprise d'ingénierie française qui rassemble 4900 personnes et une étude a été menée outre-mer. On a également avec nous Simon Chauvat qui, pour la Réunion, appartient à un bureau d'études qui s'appelle Le Réunion, donc c'est laboratoire environnement, c'est ça, et urbanisme ? D'écologie urbaine, voilà, d'écologie urbaine, merci Simon Chauvat. Et puis, voilà, alors ça j'ai des fiches qui sont pas du tout les bonnes. Et puis on a avec nous aussi Catherine Morel, qui est directrice du CAUE de La Réunion, et là on parle vraiment d'environnement, puisque c'est le conseil d'architecture et d'urbanisme et d'environnement voilà, de La Réunion, où vous nous avez rejoint pour parler de projets qui sont menés auprès des écoles de La Réunion. On va commencer avec vous, Aurélie Faron, puisqu'une étude a été effectivement menée à la fois sur les Antilles et à La Réunion sur la question de la climatisation, alors spécifiquement dans les bâtiments tertiaires. C'est-à-dire que vous avez mené une étude assez large pour savoir où est-ce qu'il pouvait y avoir de la déperdition d'énergie et à quel point les groupes qui étaient dédiés à la climatisation dans ces bâtiments tertiaires étaient efficaces, performants ou au contraire menaient à des dépenses d'énergie inutiles. Oui, effectivement. Donc, Artelia a été lauréat d'un appel à projet qui était intitulé « Amélioration de la qualité de la construction dans les territoires ultramarins ». Donc, on a proposé une étude qui vise à donner une situation de référence des consommations d'électricité dans les bâtiments tertiaires à La Réunion et en Guadeloupe. Parce qu'on est parti du constat, donc les acteurs locaux, l'ADEME et EDF sont partis du constat que les données n'étaient pas suffisamment récentes, pas assez fiables. Donc on a proposé une étude qui vise à réaliser 110 audits énergétiques instrumentés sur des bâtiments tertiaires. Donc la première étape, ça a été de sélectionner ces bâtiments. Ça n'a pas été évident. Et ensuite, on a déroulé un plan de comptage. On a instrumenté tous ces bâtiments pour avoir une cartographie des consommations. Donc, ce qu'il faut retenir sur ces audits, c'est que la climatisation donc est un poste à fort enjeu énergétique, qui a une grosse place dans la consommation globale des sites tertiaires, qui représente entre 50 à 60% de la consommation totale d'un bâtiment tertiaire aujourd'hui dans les territoires ultramarins. Ensuite, le second poste, ça va être le poste de l'éclairage, qui a une part qui oscille entre 10 et 17% de la consommation totale d'un bâtiment. Et puis ensuite, on a un certain nombre d'autres petits postes qu'on a pu mettre en évidence, comme la bureautique et les équipements de type onduleur qui servent à tout le réseau. Voilà, parce que moi je vous présentais sur la climatisation, parce qu'il se trouve, ce qui ressort, c'est que c'est le poste effectivement de dépense le plus important, mais vous avez instrumenté l'ensemble du bâtiment ou sur les différents postes que vous venez de décrire. Alors, la climatisation, c'est vraiment le poste clé. C'est là où on peut faire le plus gros ratio d'économie d'énergie. Oui. Ce qui ressort, c'est que quand on regarde donc le fonctionnement électrique de la climatisation et son fonctionnement sur une journée et
et la façon dont les usagers utilisent ce système, il y a vraiment un gap à réaliser, c'est-à-dire que on a des fortes divergences d'utilisation de la climatisation selon le secteur où il est installé, entre les bâtiments publics et les bâtiments privés. On a observé ces différences. On a un gros enjeu de sensibilisation, communication sur l'usage de la climatisation. Ouais, c'est beaucoup lié quand même à l'attitude finalement, au comportement, c'est ça. C'est bien ça, oui. Bon, sachant qu'on a quand même deux grands principes, vous me disiez, à La Réunion, on a plus comme des systèmes centralisés de climatisation. Dans les Antilles, on est plus sur des postes individuels, c'est-à-dire qu'en fait, on a un bâtiment où il y a pas mal de postes de climatisation, enfin de dispositifs de climatisation sur le toit de l'immeuble, et à la limite, on rajoute un bureau, on rajoute un dispositif de clim, quoi. Donc ça finit par faire une myriade de dispositifs de climatisation. C'est une mise en œuvre. Maintenant, c'est pas très facile à lisser ou à gérer, tout simplement. Tout à fait. Il y a très peu de maintenance préventive sur les systèmes de climatisation individuels, et donc ils se dégradent au fur et à mesure de leur utilisation. On attend qu'ils tombent en panne, mais entre le moment où ils fonctionnent et le moment où ils tombent en panne, il y a toute une phase où ils consomment trop, quoi. Exactement. Ça, hein. Et puis il manque de régulation aussi sur ces systèmes, puisqu'ils sont allumés pour un local, pas forcément éteints. Donc voilà, des divergences de consommation qui peuvent être réglées au niveau du comportement, mais aussi par une analyse plus en amont d'un système de climatisation qui soit intelligent, donc régulé. Donc en fait, tout ce travail pour aboutir à des préconisations, et évidemment identifier des solutions pour consommer moins. Ça va se passer comment? Ça, c'est en cours? Le projet touche à sa fin? Oui, nous sommes en train de finaliser les grandes conclusions, de mettre en commun les constats que l'on observe à La Réunion et ceux que l'on observe en Guadeloupe. Alors, comme vous l'avez dit, à La Réunion, on a un parc d'équipements qui est plutôt tourné vers des installations centralisées, où on a déjà de la régulation et des systèmes qui sont plus performants. Et alors qu'à la Guadeloupe, il y a beaucoup plus de travail à faire et des actions qui vont consister à remplacer les équipements existants par des équipements plus performants. Alors, sachant que si on parle de La Réunion, on n'en parlera pas là aujourd'hui vraiment, mais dans le cadre du programme Pacte, il y a aussi eu tout un travail à La Réunion, notamment sur les systèmes de climatisation un peu high-tech, qui quand ils tombent en panne, appellent des temps de maintenance et de réparation assez longs, puisque les pièces ne sont pas situées sur l'île de La Réunion, il faut attendre que ça vienne d'Asie. Et en fait, on a donc une situation plan B, on va dire. On va envisager le solaire pour faire fonctionner des groupes de climatisation assez standards, qui n'appellent pas non plus des compétences très extraordinaires, mais qui vont fonctionner au solaire, ce qui permet d'annuler un petit peu la dette énergétique, entre guillemets, en tout cas d'avoir une meilleure vertu environnementale. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, sur le tertiaire, vous allez vers des préconisations. On peut estimer qu'une fois que vous serez intervenu, on va avoir des pistes pour travailler à ces économies d'énergie. C'est ce qu'attendent les acteurs locaux. Ça reposera sur la maintenance, sur peut-être des équipements mis à jour, mais aussi beaucoup sur le comportement, en ayant quelques préconisations sur le sujet. Exactement. On espère que ça va pouvoir porter ses fruits. Alors, il y a la climatisation classique, il y a aussi la possibilité de faire appel au végétal, Simon Chauvat, pour aller vers une atténuation des fortes chaleurs quand on a ces pics de chaleur. Complètement. Je m'appelle Simon Chauvat, je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Le Réunion et on a porté le programme JACO, des jardins pour le confort, car en fait on a constaté que souvent sur des projets de construction et d'aménagement, le végétal était trop souvent négligé et c'était souvent il était souvent supprimé dans les projets. Donc on voulait apporter un argumentaire complet et précis pour caractériser le végétal et montrer qu'il a que des vertus pour les projets de construction et d'aménagement. Donc pour cela, en fait, on a mené plusieurs études avec Delhomme Acoustique, le laboratoire Eiffel et Jacques Gandmer pour essayer de caractériser d'un point de vue thermique l'impact du végétal sur les façades. Donc là, on est à La Réunion, c'est un bureau d'études de La Réunion, un laboratoire d'écologie urbaine, vous disiez. Et c'est vrai que quand on va sur des projets, il y a beaucoup de minéral déjà. Quand on met du paysager, c'est souvent pour la petite touche esthétique en fin de parcours, mais c'est pas envisagé comme vraiment un outil de travail sur la temporisation des chaleurs.
Oui. Et atténuer la chaleur, pas plus clair. Et aussi, qu'est-ce que le végétal? Le végétal, c'est pas juste une pelouse, hein, c'est 3 strates, donc des arbres, des arbustes et des couvrantes. Et l'impact est multiple. D'un point de vue thermique, c'est très performant. On arrive à abaisser le rayonnement sur façade de l'ordre de 15 à 40% en fonction de l'épaisseur du végétal, de la distance par rapport. Vous montiez la main sur le haut du micro. Voilà, okay, excusez-moi. La chef est ici. D'accord, ça roule. Et entre 15 et 40%, on arrive à atténuer le rayonnement sur façade de 15 à 40% en fonction de la distance du végétal par rapport à la façade, la hauteur du végétal, la densité du végétal. D'un point de vue aérolique, il y a très peu d'impact par rapport à la ventilation naturelle, donc ça ne va pas bloquer le fonctionnement en ventilation naturelle d'un bâtiment. Sur l'acoustique, ça va permettre de changer la couleur du son quand les vitesses de vent sont suffisamment importantes à l'extérieur. Et après, outre ces aspects techniques, d'un point de vue poussière, ça va capter la poussière, ça va temporiser les eaux pluviales. Donc au lieu d'avoir une parcelle où l'eau, quand il va pleuvoir beaucoup, car à La Réunion on a beaucoup de précipitations et des records de précipitations mondiaux, l'eau sera retenue à la parcelle, il ne va pas aller sur les réseaux et après augmenter le débit des ravines et les conséquences sur le lagon qui peut y avoir. Ouais, parce qu'on parle des bâtiments, mais c'est vrai que les bâtiments ont évidemment un impact sur leur environnement direct. Et alors, vous le disiez, pour s'arrêter juste sur ce point-là, à La Réunion, on a les records mondiaux de précipitation, c'est ça? Donc quand il pleut, il pleut. Ouais. Il pleut assez soudainement. Et alors, ça a un impact pas que, évidemment, sur les habitants, mais même sur le ruissellement qui va vers la mer. Et quand on a un ruissellement qui lessive un petit peu les terres et qui amène ces terres vers la mer, on vient perturber le milieu marin en proximité des côtes. Hein. Exactement. Donc, c'est vraiment une chaîne avec quelque chose qui est envisagé dans sa globalité. Ouais. Exactement. Et outre cela aussi, il y a la qualité sensorielle et esthétique d'un projet architectural. Et sur les aménagements, quand vous demandez à un enfant dans quel environnement il préfère être, il va plutôt préférer être dans un jardin que d'être dans un parking. Voilà. Et donc du coup, on pense vraiment que on est sûr et certain que du coup le végétal a une place extrêmement importante et qu'elle est souvent négligée à tort, et donc du coup on voulait vraiment apporter un argumentaire précis et concret. Alors, il est précis, parce que vous avez des mesures, on va pouvoir les voir. Si on chauffe, il y a un petit graphe, on va voir la différence. Hein, alors ça c'est sur une. En fait, on a positionné des solarimètres sur une façade nord d'un bâtiment, et de 2 bâtiments qui sont exactement pareils, même orientation, même exposition, etc., même morphologie, mais ils ont sur ces façades nord soit un gros plot végétal ou soit une nappe de parking. Et donc du coup, on voit clairement que des différences extrêmement importantes sur le rayonnement reçu par la façade. Et donc du coup, on voit qu'il y a des différences entre le rez-de-chaussée, le R+1 et le R+2. Donc forcément, le rez-de-chaussée sera beaucoup plus impacté par le végétal. Donc du coup, le rayonnement sera nettement moindre. Et voilà, ce qui est plutôt bon, parce que les potentiels de ventilation naturelle est plus faible dans les parties basses d'un bâtiment. Donc du coup, si on a un tampon végétal en pied de bâtiment, ça va être super pour le confort thermique. Que dites-vous aux personnes qui ont des réticences? Alors on a vu la question de l'aération. Certains peuvent craindre que les végétaux viennent limiter les flux d'air. Vous me dites qu'avec l'étude, il est démontré que non. Mais par contre, souvent les végétaux, on les voit sur la 3D du projet d'architecte. Et puis après, au bout d'un 6 mois, ils sont tous morts. C'est-à-dire que ça n'a pas été entretenu. Donc on craint qu'il y ait des frais quand même sur la partie végétale, qu'elle ne soit pas durable et que ça engage effectivement ces dépenses inutilement, entre guillemets. Bien sûr. Alors du coup, notre bureau d'études, on a aussi la compétence paysage, et c'est vrai que c'est hyper important de bien concevoir un jardin. Donc pour ça, il faut choisir des espèces non seulement qui sont adaptées, choisir 3 strates, etc., mais aussi et surtout entretenir pendant à minima 3 ans ce jardin, parce que si on livre le bâtiment et qu'on met plein d'espèces qui sont en devenir et qu'on ne les entretient pas, malheureusement elles vont périr, et du coup on aura perdu tous les efforts qu'on avait fait en amont, on les aura perdus. Donc c'est vraiment hyper important d'entretenir sur le long terme ce jardin, et une fois qu'il sera au bout de 3 ans bien entretenu, globalement il est autonome, et donc du coup après ça sera gagné. En termes de coût, vous avez fait une analyse, est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher? Un mètre carré de végétal coûte moins cher qu'un mètre carré de béton. Donc du coup, si on peut en mettre, dès qu'il y a 1 mètre carré dans les aménagements pour mettre du végétal, il faut le mettre.
Et on ne parle pas des aspects carbone, on ne parle pas de l'aspect poussière, etc. Il y a d'autres vertus également à travers ces aspects-là. Donc en fait, pour terminer, on va faire un livrable pour tout le monde, pour tous les acteurs de la construction, non seulement à La Réunion, mais aussi pour les autres outre-mer, mettant en avant tous les résultats de notre étude et pour inciter surtout les acteurs de la construction à placer du végétal dans les projets architecturaux et d'aménagement. Le projet Jaco, donc des jardins pour le confort, donc un projet qui vise donc ces aspects de végétalisation. Alors c'est un sujet qui vous intéresse également, Catherine Morel, en tant que directrice du CAUE de La Réunion, parce qu'il y a eu ce travail mené donc plus là au niveau de groupes scolaires, c'est ça, de La Réunion. Oui. Où on souffre de la chaleur, c'est-à-dire que ça peut même toucher un peu aux enseignements. Quand il fait trop chaud, les enfants ne sont pas tellement disponibles. C'est Envirobat Réunion. Et le CAE de La Réunion, mais bon. CAE, donc Conseil d'architecture, voilà. D'urbanisme et d'environnement. Et de l'environnement, voilà. Oui, en fait, nous avons, dans le cadre des programmes PACT, fait un travail sur le confort thermique dans les écoles à La Réunion, parce que bon, il fait de plus en plus chaud. Et par exemple, la période chaude de l'année dernière, l'été dernier, nous c'est janvier, février, mars, il faisait très chaud et beaucoup de parents d'élèves se sont plaints, ont demandé que la climatisation soit installée dans les classes, dans les salles de classe, parce que leurs enfants n'étaient pas bien. Et en fait, la climatisation, on sentait bien qu'il y avait un problème. Bon, c'est sûr que ça va générer des coûts énergétiques importants. C'est pas forcément ce qui va sensibiliser les parents, mais par contre, il y a un vrai problème de santé. On le supputé, on va dire. Et effectivement, parce que quand vous avez une salle qui est fermée où on met la climatisation, on ferme, il n'y a pas de renouvellement d'air, donc ça pose des problèmes. Et on a fait notre étude donc pour savoir d'une part d'où venaient les sources d'inconfort, ces sources de réchauffement des salles de classe, et puis ensuite donc travailler sur cette question de santé parce que c'est extrêmement important, et après trouver donc dans le cadre de cette étude aussi des réponses. Si la climatisation n'est pas une réponse, il faut quand même apporter des réponses à cet inconfort pour que tout le monde soit dans de bonnes conditions pour travailler. Voilà, donc nous avons posé des instruments dans des écoles. Donc c'est vrai qu'aller dans des écoles, c'est pas si facile que ça. Il faut déjà passer par les communes, avoir l'autorisation dans les écoles et tout. Bon, on a pu avoir un certain nombre d'écoles qui nous ont, enfin de communes et donc qui nous ont répondu favorablement. Nous avons mis des capteurs dans différents endroits pour voir voilà, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et parallèlement, donc, nous avons aussi demandé au docteur Suzanne Dehoux, qui est spécialiste des questions santé, matériaux, la ville et tout, de travailler sur ces questions. Et elle a fait un travail de recherche remarquable, notamment sur ce qui est la santé dans les pays tropicaux. Parce qu'il y a des études qui ont été faites, mais c'est très récent, 2018-2019. Donc voilà, elle a pu trouver. Et effectivement, on a des éléments de réponse qui sont particulièrement parlants. Bon, on a mis des balises pour mesurer dans les salles de classe climatisées. On avait fait dans une même école une salle de classe climatisée, une autre en ventilation naturelle, avec des balises pour mesurer le confinement avec le CO2, et puis ensuite toutes les formaldéhydes et autres joyeusetés qu'ils peuvent avoir dans une salle de classe. Et elle m'a dit, bon, dans la salle en ventilation naturelle, on s'est dit, il y a un problème, la balise ne marche pas, électroencéphalogramme plat, quoi. Il n'y avait rien du tout, évidemment, puisque l'air est évacué très vite. D'air permanent, voilà. Tout à fait. Alors que dans les salles climatisées, on est tout de suite au-dessus des pics, des valeurs maximum, et ça reste toute la journée bien au-dessus. Donc le CO2, c'est-à-dire qu'il y a du confinement toute la journée, et formaldéhyde et toutes les coves qui sont sympathiques pour la santé, d'autant qu'il s'agit d'enfants. Donc l'organisme est encore en construction. Voilà, c'était donc en fait, c'est par l'argument santé que finalement vous avez pu dire bon, on va peut-être pas mettre une climatisation, on va travailler sur la ventilation naturelle et sur la végétalisation de ces écoles. Voilà. Et du coup, ça rejoint tout à fait en ayant une approche qualité de l'air intérieur. Dont parlait Simon, c'est-à-dire que ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait absolument raisonner sur. Bon, on parle d'écoles qui sont construites depuis longtemps, parce qu'à La Réunion, ça fait quelques années qu'il y a des écoles bioclimatiques qui sont construites.
construites et qui sont extrêmement intéressantes. Voilà. Donc, mais celles qui existent depuis 30, 40, 50 ans, on ne peut pas demander aux communes de tout démolir, tout refaire, c'est pas possible. Donc il faut trouver des réponses qui soient pragmatiques et qui soient faisables. Et donc ce qu'on a dit, c'est qu'il faut travailler globalement sur une école, c'est-à-dire travailler sur le bâtiment, isoler les toitures, les façades, etc. Donc ça, isoler, ouvrir aussi, mettre des brasseurs d'air, par contre efficaces dans les salles de classe, et ensuite travailler en même temps sur la cour de récréation, sur l'environnement. Et donc changer la sacro-sainte cour en enrobé ou en béton, où là on a fait des mesures. Bon, ben, le rayonnement, c'est quand Météo France annonce 27, 28 degrés. Là, c'est 65, 70 degrés de rayonnement. C'est en fait la température de l'air qui va passer dans les salles de classe et tout, hein, au rez-de-chaussée. Et donc, il faut végétaliser. Et l'arbre, comme le disait Simon, c'est un climatiseur naturel. Donc c'est important d'avoir des arbres. Il faut revoir complètement l'aménagement des cours. Bon, on s'attaque à quelque chose, hein, mais on y croit et on va y aller. Voilà, c'est important d'arriver à... Les cours, ça doit être des forêts. Voilà, et avec une strate végétale aussi, c'est important d'avoir justement ces différents niveaux. C'est pas de mettre du gazon, c'est mieux que du béton, c'est mieux de l'enrober, du gazon, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment des arbres, des arbustes, puis des plantes couvrantes, et voilà. Et on peut encore surveiller les enfants. Comment ? On peut encore surveiller les enfants. Oui. Mais justement, après, ce qu'il faut, c'est faire des ateliers de concertation avec les enfants, avec les enseignants, avec leurs parents. Et on se bat constamment, là, nous, au CAE, parce qu'on n'arrête pas dans on n'a pas les mêmes habitudes. Couper les arbres parce que ça fait des racines, que les enfants vont tomber, des feuilles vont glisser, etc. Et non, enfin, voilà, il faut que tout le monde prenne conscience que une école, et non seulement, bon, on part de l'école, mais il n'y a pas que l'école, c'est toute la ville qui doit être plantée, tous les éléments, enfin, et même le tertiaire, enfin, c'est bien de travailler sur la clim, voire, etc., mais il faut aussi après repenser le tertiaire et travailler sur l'environnement du tertiaire pour que l'air qui va être autour des bâtiments, il soit déjà rafraîchi. Il faut lutter contre les îlots de chaleur, et on sait que les climatiseurs participent à la constitution des îlots de chaleur en envoyant énormément de chaleur. Voilà. Donc il faut avoir une approche de l'air passe à travers une strate végétale, il perd 4-5 degrés. Donc si nous, on a 32 degrés annoncés, ben voilà, ça fait 28 et là, c'est confortable. Merci beaucoup Catherine Morel pour ce topo. On peut vous applaudir ainsi Simon Chauvat et Aurélie Farron pour ces sujets de résistance à la chaleur. Alors, ça nous intéresse d'autant plus que, de toute façon, que ce soit outre-mer, où il y a vraiment des problèmes forts là-dessus, et aussi en métropole, on a de plus en plus des enjeux. On parlait du confort d'été il y a quelques années en se disant « oh, ça va être un sujet ». Non, c'est devenu un sujet. Depuis quelques années, c'est devenu un véritable sujet, notamment dans les grandes villes où la température monte quelquefois à plus de 10 degrés. Hein. On a des îlots de chaleur qui sont très importants. J'ai une question. Est-ce que ces travaux vont enrichir la RT2A DOM ? L'obligation de mission de contrôle technique va-t-elle s'élargir à cette mission avec les missions L et S? Alors là, je n'ai pas toutes les clés, mais je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Alors, parce que c'est les missions L et S que je ne situe pas, mais est-ce que la personne d'ailleurs accepterait de poser la question au micro pour pouvoir éclaircir un petit peu? Si jamais elle ne le souhaite pas, c'est de son droit, hein, puisqu'on a justement système interactif. Oui, Catherine Morel? Ce qui serait bien, si vous voulez, quand on a une réglementation thermique, la RT-ADOM, qui ne concerne que les logements depuis 2010, on attend qu'il y en ait une sur le tertiaire et on aimerait bien qu'il y en ait une fois. Et on avait demandé à ce que le végétal soit intégré dans la réglementation. Parce que vous faites un bâtiment ventilé, ouvert, etc., qui répond à tout ce que demande la réglementation thermique, sauf que s'il est sur un parking en enrobé, c'est de l'air qui va être très chaud, qui va circuler. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait de la végétation tout autour. On nous a répondu que la végétation, ça ne se construit pas, donc on ne peut pas la mettre dans une réglementation. Et c'est bien dommage. Je pense que ça va peut-être changer. Et donc, je ne sais pas si au niveau de la vérification... peut-être que le génie végétal, qui se développe quand même beaucoup, le génie végétal, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs, hein, IRSTEA, le futur INRAE, à partir du 1er janvier, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le génie végétal. Il faudrait peut-être que ça entre dans les réglementations, et c'est possible d'avoir des descriptions par essence ou des descriptions par pratique aussi. Je pense que ce serait sûrement quelque chose d'envisageable. Est-ce que la personne souhaitait prendre le micro pour... Oui, si ça ne vous dérange pas. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour. Vous avez répondu à la question. Emien Coutard, Albidja, assureur dommages d'ouvrage. En fait, j'avais une question complémentaire.
Ça tombe bien alors. C'est au regard de la végétalisation des différents bâtiments, quel que soit le secteur. Donc là, on parle du sujet en Outre-mer, mais le sujet existe, comme vous l'avez précisé, en métropole. Donc on végétalise de plus en plus pour des questions d'urbanisme, des questions de température, enfin il y a plein de choses. Moi, ma question, c'est on végétalise, on fait différentes couches, mais est-ce qu'on fait à la fois vivre ensemble du végétal et du béton? On sait que les spectres de racines sont dangereux pour des fondations. Donc comment tout ça va fonctionner alors qu'aujourd'hui, au niveau des DTU, on a des obligations de distance entre de la végétalisation et des murs? Simon Chauvat, c'est votre sujet ça. Évidemment. Alors là, on a une intervention qui dure 10 minutes, donc on ne peut pas trop développer le sujet, notamment sur le projet Jaco, on rentre clairement dans le détail, et notamment il y a un volet sur les risques d'implantation du végétal, donc oui, on ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas planter des gros sujets en pied de bâtiment, évidemment. Donc il y a des règles à respecter, et le but c'est de jongler entre ces règles, et d'en mettre le plus possible, de végétal, ou accorder la place le végétal comme elle se doit, quoi. Donc oui, il y a un volet important là-dessus, quoi. Catherine Morel, en complément. Oui, je peux compléter. Dans notre étude aussi, donc pour apprendre une présentation, il est sur le site d'Envirobat Réunion pour aller le voir. Et on a tout un volet justement, parce qu'on parlait de végétation, végétalisée. On a aussi toute une étude faite dessus pour dire quoi planter et comment planter. Et quand vous plantez des arbres, il faut leur faire une fosse suffisamment importante pour que les racines puissent se développer sans soulever les surfaces extérieures. Enfin voilà. Il y a quand même une technique. Et puis il y a aussi les essences à planter, parce que ce qu'on nous dit toujours, par exemple, pour les écoles, c'est qu'on n'a personne, il n'y a plus personne pour entretenir, etc. Et en fait, se planter, comme le disait Simon, ce sont des essences. Réfléchir aux essences qu'on va planter. Nous, on parle beaucoup de plantes endémiques. Ce sont des plantes qui sont originaires, qui se sont adaptées à notre climat, à notre territoire depuis des années. Et donc, ce sont des plantes qui ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, etc. Donc, c'est vraiment, il faut avoir une réflexion globale. Voilà. Ça rejoint d'ailleurs des actions, on peut s'appuyer là-dessus, de l'AFB, l'Agence française pour la biodiversité, qui a des actions sur les plantes locales, qui encouragent ça, parce qu'on sait qu'une plante qui se sent bien dans son environnement, parce qu'elle est du coin depuis longtemps, elle va avoir moins besoin de traitement, effectivement d'eau, et qu'elle résistera mieux. Donc il y a ce programme plante locale de l'AFB qui est encouragé, si vous voulez vous pencher là-dessus, si vous avez des projets de bâtiments avec de la végétalisation. Merci beaucoup, on doit conclure ici. Aurélie Faron, merci Simon Chauvat, Catherine Morel, on va marquer une pause.